Ma famille a cru au mensonge de ma sœur, m'a renié et m'a laissé pourrir. Maintenant, ils veulent que je les sauve de l'itinérance. Alors, je les ai laissés tout perdre. Avant d'entrer dans le vif de cette histoire, il faut comprendre d'où je viens. Je suis un homme de 28 ans, j'ai grandi dans ce que je considérais comme une famille stable, dans un quartier de classe moyenne supérieure en banlieue de Chicago. Mes parents semblaient tout maîtriser, du moins en apparence. Mon père travaillait comme conseiller financier dans une société respectée du centre-ville, gagnant bien sa vie pour faire vivre notre famille. Ma mère, elle, travaillait à temps partiel comme agente immobilière, mais elle se préoccupait surtout de l'image de la famille. Cela signifiait participer à tous les groupes communautaires possibles et veiller à ce que notre famille ait l'air parfaite sur les photos de Noël. J'étais leur fils biologique, le garçon modèle qui faisait tout correctement. J'obtenais de très bonnes notes sans trop d'efforts, j'étais naturellement sportif et toujours respectueux envers les adultes. Je n'étais pas parfait, évidemment, et à l'adolescence, j'ai fait quelques bêtises, comme boire des bières en cachette avec des copains ou organiser de temps en temps des fêtes un peu trop bruyantes. Mais rien de vraiment grave, rien qui puisse ternir la réputation familiale que ma mère s'acharnait à défendre. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont adopté Lily, une petite fille de 3 ans à l'époque, parce que ma mère avait toujours rêvé d'avoir une fille. Je me souviens du jour où ils l'ont ramenée à la maison, une toute petite chose avec de grands yeux bruns, qui a su envoûter tout le monde en quelques minutes. Et je l'avoue, j'ai été un peu désagréable avec elle au début. Du jour au lendemain, je n'étais plus le centre de l'attention. Tout tournait autour de son premier jour à la maternelle, de son spectacle de danse, de son nouveau costume adorable. Avec le recul, c'était de la jalousie de frère typique, mais à l'époque, je me sentais remplacé. En grandissant, j'ai cru que nous avions une relation de frère et sœur plutôt normale. Rien d'exceptionnel, mais on s'entendait bien. On se disputait parfois, mais je veillais toujours sur elle. Lorsqu'elle était en CE1, un enfant lui tirait les cheveux et la poussait dans la cour de récréation. Moi, j'étais en 3e à ce moment-là. Je me souviens l'avoir accompagnée un jour à l'école primaire, et avoir eu une discussion claire avec ce petit voyou. Plus personne ne l'a embêté après ça. Je lui ai même appris quelques techniques de défense de base, comme donner un coup de poing correct si c'était vraiment nécessaire. J'étais son grand frère, tout simplement. Pendant ma dernière année d'université, tout allait bien pour moi. J'étais capitaine de notre club universitaire de baseball de 2e division, avec de réelles possibilités de rejoindre une ligue mineure. J'avais une moyenne de 3,85 en administration des affaires, avec une option en finance. J'étais entouré d'un groupe solide d'amis, du genre à t'aider à déménager ou venir te chercher à 3 heures du matin si ta voiture tombait en panne. Je passais beaucoup de temps à la salle de sport, je faisais de la musculation sérieusement depuis le lycée. À la fac, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, je faisais du développé couché à 143 kg en série, du squat à 184 kg, et du soulevé de terre à 195 kg. Comme beaucoup, je visais cette silhouette en V, avec des épaules larges, une taille fine et des abdominaux visibles toute l'année. Je ne dis pas cela pour me vanter, simplement pour vous montrer où j'en étais dans ma vie. J'ai eu quelques relations sérieuses avec des filles au fil des années, mais rien qui ait vraiment duré. Honnêtement, je pensais surtout à mon avenir. Mon père avait des contacts dans de nombreuses entreprises d'investissement dans la région de Chicago. Après l'obtention de mon diplôme, j'étais censé commencer un programme de formation en gestion dans l'une des plus grandes sociétés. Mon plan était simple. Obtenir mon diplôme, peut-être jouer encore quelques années au baseball si l'occasion se présentait, puis me lancer dans la finance. Ensuite, rencontrer la bonne personne, me marier, avoir des enfants et vivre le rêve américain. C'était ça, le plan. À ce moment-là, Lily avait 15 ans et était en seconde. Elle était devenue une ado artistique, passionnée de théâtre, toujours dans une pièce de l'école, et réagissant de manière exagérée à tout. Mais bon, c'est typique à cet âge. Elle avait sa propre vie, ses amis. Quand je rentrais chez mes parents pendant les vacances, on dînait ensemble et on discutait de tout et de rien, comme le ferait un frère et une sœur. Enfin, c'est ce que je pensais. Avec le recul, il y avait des signes que j'ai ignorés. Sa jalousie, par exemple, quand papa et maman se vantaient de mes performances en baseball. Ses petites remarques sur la facilité que j'avais eue dans la vie. Sa tendance à inventer des histoires compliquées sur l'école, des choses qui semblaient peu crédibles. Mais bon, avec du recul, tout paraît plus évident. C'était un mardi d'octobre, pendant ma dernière année. On venait de finir une séance d'entraînement éreintante. Le coach nous avait poussés à bout après qu'on ait perdu une série importante contre notre principal rival. J'avais les jambes en compote et l'épaule endolorie à force de lancer, mais c'était une bonne douleur.
Celle que l'on ressent quand on a donné le maximum. Je suis allé prendre une douche, j'ai enfilé un pantalon et un sweat à capuche, puis j'ai vérifié mon téléphone en sortant vers mon pick-up, un Ford F-150 que mes parents m'avaient aidé à acheter pour mes 20 ans. 37 appels manqués. 54 messages de membres de la famille et d'amis, avec des phrases comme « espèce de malade »,« comment as-tu pu et tu es mort ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ma première pensée a été qu'un membre de la famille était décédé, peut-être mamie ou papy. J'ai immédiatement appelé mon père. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je demandé. Quand il a répondu, sa voix était glaciale. Un ton que je ne lui connaissais pas rentre immédiatement à la maison. Et ne va nulle part ailleurs. Puis il a raccroché. Je suis resté figé sur le parking, les yeux rivés sur mon téléphone, tentant de comprendre ce qui se passait. J'ai appelé maman, elle a répondu. J'ai essayé d'appeler mon meilleur ami du lycée, qui vivait encore près de chez mes parents, mais lui non plus n'a décroché. C'était comme si tout le monde avait décidé que j'étais devenu radioactif. J'ai roulé les 20 minutes jusqu'à la maison dans un état second, le ventre noué du début à la fin. La radio diffusait France Inter mais je n'entendais pas un mot de ce qui se disait. En arrivant dans l'allée, j'ai aperçu le véhicule de mon oncle Mike, ainsi que plusieurs autres voitures. Mon oncle Mike, le frère cadet de mon père, entrepreneur en bâtiment au tempérament explosif, ne m'avait jamais vraiment apprécié. Avant même que je puisse sortir du véhicule, il a foncé depuis le perron, a ouvert violemment la portière de mon pick-up, m'a agrippé par le col, et m'a plaqué contre le côté de la voiture. « Je vais te tuer », a-t-il hurlé à quelques centimètres de mon visage. Des gouttes de sa salive ont atterri sur ma peau et je sentais l'alcool dans son haleine. Son regard était fou, totalement incontrôlable, rien de ce que j'avais connu auparavant. J'aurais pu facilement me dégager. Mike avait une 50aine d'années, hors de forme, et moi j'étais un athlète de 22 ans au sommet de ma forme. Mais j'étais trop choqué pour réagir. Mon père et mon autre oncle, Steve, l'ont repoussé. À l'intérieur, maintenant, a dit mon père sans me regarder dans les yeux. J'ai monté les marches du perron et suis entré dans le salon. Il était bondé. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés de larmes. Les 4 grands-parents étaient là, l'air accablé. Des tantes, des oncles, même des amis proches de la famille. Et Lily, ma sœur, était blottie contre grand-mère, sanglotant sur son épaule. Quand je suis entré, le silence s'est abattu sur la pièce. Tous me fixaient avec horreur et mépris. Mon sang s'est glacé. « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je crié, balayant la pièce du regard à la recherche d'un indice. Ma mère a levé les yeux. Son visage était tordu par la colère et le dégoût, une expression que je ne lui avais jamais vue. « Comment as-tu pu, ta propre sœur ?» j'ai demandé, perdu, « de quoi tu parles ?» En quête d'une explication, je regardais autour de moi. Mon père s'est avancé. Son attitude habituellement posée de conseiller financier avait disparu. Il avait l'air prêt à me déchirer en morceaux à main nue. Lily nous a tout raconté. Comment tu entres dans sa chambre la nuit depuis des années? L'accusation m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait autour de moi. Quoi? C'est insensé. Je ne l'ai jamais touché. Lily pleurait encore plus fort. Tu as dit que personne ne me croirait. Que tu me ferais du mal si je le disais. Que c'était notre secret. C'est, ai-je hurlé, la stupéfaction laissant place à la rage. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais rien fait à Lily. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Oncle Mike a tenté de me sauter dessus à nouveau, mais mon père et l'oncle Steve l'ont retenu. Mon pote est flic. Tu vas finir en tôle, sale ordure. Là-bas, ils vont bien s'occuper de toi. J'ai essayé de me défendre, d'expliquer l'absurdité de tout ça, mais c'était comme parler à un mur. Personne ne m'écoutait. Lily se souvenait soudain de nouveaux détails, inventait des faits qui n'avaient jamais eu lieu. Elle disait que je l'avais touchée pour la première fois quand elle avait 10 ans, pendant les vacances de Noël alors que je revenais du lycée. Il prétendait que cela s'était répété de nombreuses fois. Que j'avais menacé de faire du mal à maman et papa si elle parlait. Elle mentait sur toute la ligne. Mais tous hochaient la tête, la consolaient et me regardaient avec haine. J'avais l'impression d'être tombé dans un univers parallèle, où tout était inversé. Puis mon père a craqué. Lui qui avait toujours été maître de lui, jamais violent, a explosé. Il s'est avancé droit vers moi et m'a envoyé un crochet du droit digne d'un poids lourd. Son poing m'a frappé en pleine mâchoire. Je suis tombé, le goût du sang dans la bouche, mes dents ayant entaillé ma joue. Prends tes affaires et dégage. Tu n'es plus mon fils,
a-t-il crié en se tenant au-dessus de moi, la main encore crispée. Ma mère avait déjà empaqueté certains de mes vêtements dans des sacs poubelles, posés près de la porte. Mon père a saisi mon portefeuille et a retiré toutes les cartes à son nom, y compris les cartes de crédit et la carte d'assurance santé. Papa, je t'en supplie. Ce n'est pas vrai, ai-je balbutié, du sang coulant de ma lèvre éclatée. Tu me connais depuis toujours. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Il m'a attrapé par le col, m'a traîné jusqu'à la porte, puis m'a poussé violemment dans les escaliers. Je suis tombé lourdement sur l'épaule et j'ai senti quelque chose craquer. Plus tard, on m'a diagnostiqué une légère luxation. Les sacs de vêtements ont suivi, puis mon équipement de baseball. Si jamais tu t'approches encore de cette famille, je te tue moi-même, a-t-il lancé avant de claquer la porte. Je suis resté assis sur la pelouse, le visage en sang, l'épaule en feu, tandis que les voisins observaient la scène derrière leurs rideaux. En moins d'une heure, toute mon existence venait de s'effondrer. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon pick-up, garé sur le parking du terrain de baseball, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Impossible de dormir. Je repassais la scène en boucle, incapable de comprendre comment Lily avait pu faire ça, et surtout comment mes parents avaient pu la croire, sans même poser de questions. Au petit matin, ma mâchoire avait enflé, toute violette, et mon épaule me faisait tellement mal que je ne pouvais presque plus bouger le bras. J'ai appelé un coéquipier, Ryan, qui m'a proposé de dormir sur son canapé pendant une semaine. Ses colocataires n'étaient pas ravis, mais ils m'ont toléré. J'ai tenté d'appeler, d'envoyer des textos, des mails, à tous les membres de ma famille. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, et même des gens que je connaissais depuis toujours. Aucune réponse, sauf un seul message de mon père. Reprends contact avec nous et je demanderai une injonction d'éloignement. Tu n'existes plus pour nous. Ryan a essayé de m'aider. Mon gars, tu dois aller voir la police. Porteur plainte contre ton père pour coups et blessures. Il faut reprendre le contrôle. Mais je n'ai pas pu. Quelque chose en moi refusait d'admettre que tout cela se produisait réellement. J'espérais toujours que mes parents finiraient par revenir à la raison et verraient à quel point tout cela était absurde. Et honnêtement, j'étais terrifié. Et si Lily ne revenait pas sur ses propos? Et s'il continuait à la croire elle plutôt que moi? Comment pouvais-je prouver que je n'avais rien fait? Comment prouver un fait négatif? 2 semaines plus tard, j'ai reçu un mail de l'université. Mon paiement des frais de scolarité pour le semestre n'avait pas été effectué. Mes parents avaient annulé le versement de mi-parcours. Je suis allé au bureau d'aide financière pour demander un prêt d'urgence, mais sans garant et avec un historique de crédit quasi nul, j'étais fichu. J'ai dû passer la majorité de mes cours en statut temps partiel afin de pouvoir travailler à temps plein, juste pour pouvoir continuer un minimum. L'entraîneur a d'abord été compréhensif et m'a permis de rester dans l'équipe. Mais j'ai manqué tellement d'entraînement à cause de mon nouveau travail comme agent de sécurité dans un bar que je jouais rarement. Mes résultats scolaires se sont effondrés. Je suis passé de la liste du doyen à juste au-dessus du seuil de validation. Mes amis ont commencé à m'éviter car les rumeurs circulaient. Quelqu'un dans la famille a raconté à quelqu'un, qui l'a répété à un autre. Vous connaissez le genre. Personne ne m'a traité de prédateur en face, mais je voyais comment les gens me regardaient, comment les conversations s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce, comment certaines filles se déplaçaient si je m'asseyais à côté d'elles en cours. 4 mois plus tard, mon pick-up est tombé en panne. Le bloc moteur était fissuré. Les réparations coûtaient des milliers, je ne pouvais pas me les permettre. J'ai perdu mon travail de livraison, que j'avais pris en plus de la sécurité au bar. J'ai été expulsé de l'appartement délabré que je partageais avec 2 autres gars, faute de pouvoir payer le loyer. J'ai commencé à dormir dans l'abri à matériel de l'équipe de baseball, après que l'entraîneur m'ait donné le code. Je me douchais dans les vestiaires. Je ne mangeais qu'un seul repas par jour à la cafétéria, avec ce qu'il me restait de mon forfait repas. Un soir de février, l'entraîneur m'a aperçu là-bas. Il faisait en dessous de 0 dehors, et j'étais emmitouflé dans 3 sweats à capuche et un sac de couchage, ma valise de sport me servant de matelas. Au lieu de se fâcher, il s'est assis à côté de moi sur le sol. « Fiston, qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang ?» a-t-il demandé d'un ton sincère et inquiet. Je lui ai tout raconté. L'accusation. La réaction de mes parents. Le rejet. La perte de ma voiture. L'appartement. Il a été le premier à entendre toute l'histoire. Quand j'ai terminé, il ne m'a pas traité de menteur. Il n'a pas non plus dit qu'il me croyait. Il a simplement hoché la tête et est resté silencieux 1 minute. Tu peux rester ici jusqu'à la fin du semestre. Ensuite, je t'aiderai à trouver une solution.
Le lendemain, il m'a apporté un radiateur d'appoint et un bon matelas gonflable. Il a commencé à m'inviter à dîner chez lui une fois par semaine. Sa femme préparait toujours des restes à emporter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Quelqu'un se souciait de moi. J'ai terminé l'année avec une moyenne de 2,1, juste assez pour éviter la mise en probation académique. Mais pour moi, le baseball, c'était fini. La flamme s'était éteinte. L'entraîneur m'a trouvé un job d'été dans un programme de survie pour adolescents en difficulté, dans le Colorado. Ironique, non. Mais c'était payé en liquide. J'avais un toit dans une cabane de staff, et de quoi manger. Cet automne-là, je ne suis pas retourné à l'université. Je suis resté dans le programme, et je suis devenu guide à temps plein. Je passais mes journées à randonner dans les montagnes, à enseigner des techniques de survie à des enfants de familles aisées, dont les parents ne savaient plus quoi faire d'eux. Je me suis reconstruit physiquement. Porteur des charges de 25 kilos dans des pentes, couper du bois, monter des abris, tout ça demandait beaucoup d'énergie. J'ai pris près de 7 kilos de muscles en 6 mois. Le soir, je me saoulais jusqu'à perdre connaissance avec les autres guides. Pendant mes jours de congé, j'expérimentais tout ce que je trouvais, cannabis, LSD, champignons hallucinogènes, cocaïne. Je ne faisais pas attention. Je m'en fichais. J'essayais d'anesthésier la douleur d'avoir perdu mon ancienne vie à jamais. Après qu'un guide soit mort dans un accident d'escalade, un accident que j'aurais pu éviter si je n'avais pas eu la gueule de bois, le directeur du programme est venu me voir. « Jake, tu es l'un de nos meilleurs guides. Quand tu es sobre, les gamins t'écoutent. Tu es un repère sur le terrain. Mais dans cet état, tu représentes un danger. Je ne peux pas te confier la vie de ces enfants quand tu es en train de te détruire. » J'ai été licencié le lendemain. J'ai passé l'année suivante à vivre dans ma nouvelle épave de voiture, une Honda Civic de 1998, achetée comptant pour $1 200. Je faisais tous les petits boulots que je pouvais trouver, videur de bar, sécurité événementielle, ouvrier journalier sur des chantiers. N'importe quel travail où je pouvais exploiter ma carrure, et où personne ne posait trop de questions sur mon passé. J'évitais les femmes. J'évitais les familles. Je sortais littéralement d'un restaurant si un enfant s'asseyait trop près de ma table. La peur d'être accusé de nouveau me paralysait. Je faisais des cauchemars où j'étais en prison, et où les autres détenus découvraient pourquoi j'y étais. Je me réveillais en sueur, le cœur battant si fort que je pensais faire une crise cardiaque. Un soir, je travaillais comme agent de sécurité dans un bar universitaire à Fort Collins. J'ai reconnu un homme de mon ancienne université, un ancien joueur de football américain. Il m'a reconnu aussi. Il a commencé à parler à ses amis, leur racontant qui j'étais et de quoi j'étais accusé. À la fin, ils me regardaient tous, faisaient des remarques suffisamment fortes pour que je les entende. Prédateur, dégueulasse, quelqu'un devrait lui donner une leçon. J'ai essayé d'ignorer, de faire mon travail. À 2 heures du matin, j'ai escorté les derniers clients vers la sortie et je marchais vers ma voiture, quand j'ai été attaqué sur le parking. 3 des types de tout à l'heure m'attendaient. Ils m'ont traité de pédophile et de prédateur. Ils disaient qu'ils allaient s'assurer que je ne puisse plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Je me suis défendu. J'ai placé quelques bons coups, j'ai sûrement cassé le nez de l'un d'eux. Mais ils étaient 3 contre 1, avec l'effet de surprise. Je me suis retrouvé avec 3 côtes cassées, une fracture de l'orbite, une épaule déboîtée et une commotion cérébrale. Le gars au nez fracturé a dû paniquer, car ils ont pris la fuite quand une voiture est entrée sur le parking. Le conducteur a appelé une ambulance. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital, puis on m'a laissé partir sans endroit où aller, sans assurance santé et avec une facture médicale de $17 000 que je ne pouvais pas payer. Les médicaments qu'il m'avait prescrits soulageaient à peine la douleur. Je ne pouvais pas travailler à cause de mes blessures. Je dormais dans ma voiture, garée sur les parkings de Walmart, et je faisais ma toilette dans les stations-service quand je parvenais à lever les bras. J'ai décidé que j'en avais fini. Fini pour de bon. Il pleuvait au milieu de la nuit. Je suis allé jusqu'à un vieux pont, en dehors de la ville, assez haut pour sauter. J'ai garé ma Civic, marché jusqu'au centre du pont et enjambé la rambarde. Chaque mouvement réveillait la douleur de mes côtes fracturées. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, debout sous la pluie battante, fixant le lac noir en contrebas. J'avais mon téléphone à la main. Aucun appel, aucun message depuis 3 ans. Ma famille restait totalement silencieuse. Personne ne viendrait me sauver. Personne ne se souciait de savoir si je vivais ou non. Un peu froid pour une baignade, tu ne trouves pas? La voix m'a tellement surpris que j'ai failli glisser. Je me suis accroché à la rambarde de mon seul bras valide,
la douleur me transperçant les côtes, puis je me suis tourné. Un vieil homme d'environ 70 ans se tenait là, dans un imperméable, une canne à pêche à la main. « Va-t'en » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Je ne peux pas, fiston » a-t-il répondu calmement, comme si on bavardait un jour de soleil. « Tu vois, si je m'en vais et que tu sautes, ça fait de moi un peu responsable. Ce n'est pas ton problème. C'est devenu mon problème quand je t'ai vu. C'est comme ça que ça marche, la vie. » Il s'est approché, pas de manière menaçante, mais avec assurance. « Je m'appelle Franck. Ancien des marines. J'ai vu beaucoup d'hommes atteindre leur point de rupture. Tu veux me dire ce qui t'a conduit de l'autre côté de cette rambarde? Tu ne comprendrais pas. Et c'est toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté. L'accusation. Mon expulsion. Les 3 dernières années. Peut-être parce que j'étais convaincu que j'allais mourir de toute façon. Peut-être parce que c'était un inconnu qui, pour une fois, ne me traitait pas aussitôt comme un monstre. Peut-être parce que quelque chose dans ses yeux me rappelait mon grand-père, le seul dans ma famille qui m'aurait cru s'il n'avait pas été atteint de démence. Quand j'ai fini, il a simplement hoché la tête, comme mon ancien entraîneur. Puis il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Fiston, tu portes ce fardeau tout seul depuis bien trop longtemps. Pose-le pour une nuit. Viens manger un repas chaud, enfiler des vêtements secs, et demain, on en parle la tête claire. Pourquoi tu aiderais quelqu'un comme moi? Tu ne sais même pas si je dis la vérité. » Les yeux de Franck étaient perçants, même sous la faible lumière. Je lis les visages d'hommes depuis 50 ans, en temps de guerre comme en paix. Soit tu dis la vérité, soit tu es le meilleur menteur que j'ai jamais rencontré. Dans tous les cas, la mort est définitive. Un repas ne l'est pas. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu sauter quand même. Parfois, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais il y avait quelque chose dans sa conviction, dans son calme face à ma tempête, qui m'a poussé à repasser de l'autre côté de la rambarde. La maison de Franck était petite, mais impeccable. Tout était organisé avec une précision militaire. Les livres bien alignés sur les étagères, les chaussures posées parallèlement à l'entrée. Il m'a prêté des vêtements secs appartenant à son fils, mort en Afghanistan 10 ans plus tôt. Il m'a forcé à prendre une douche chaude pendant qu'il cuisinait. Cette nuit-là, je me suis endormi sur son canapé. Pour la première fois depuis des années, j'ai réellement dormi. Le lendemain matin, il m'a préparé un petit déjeuner, œufs, bacon, et un café si fort qu'il aurait réveillé un mort. Ensuite, il m'a proposé un emploi. Il disait posséder une petite agence de sécurité qui offrait des services de protection rapprochés, de sécurité événementielle, et autres prestations spécialisées pour des clients fortunés. On a besoin d'un gars jeune, costaud, capable d'obéir et de se taire. Pourquoi tu me ferais confiance pour ça? Tu viens à peine de me rencontrer. J'étais sur le point de me tuer. Franck m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'un homme qui touche le fond et décide de reculer a forcément quelque chose qui mérite d'être vécu, même s'il ne le voit pas encore. Et parce que si tu me trahis, je saurai exactement où te retrouver. Pendant les 6 mois suivants, j'ai logé dans la chambre d'amis de Franck et travaillé pour son entreprise. Il était exigeant, réveil à 5 heures du matin, règle stricte, pas d'alcool les soirs de semaine. Il m'a obligé à consulter un médecin pour mes blessures, il a payé les factures lui-même, disant que je le rembourserais quand je me relèverais. Mais il était juste. Il me payait bien. On m'a appris les bases de la finance, de l'investissement, comment m'habiller, interagir avec les clients, et me comporter à nouveau comme un professionnel. Il a aussi insisté pour que je voie un thérapeute, un ancien du Vietnam, un ami à lui spécialisé dans le syndrome de stress post-traumatique. J'ai d'abord refusé, mais Franck n'acceptait pas les refus. T'as pris un sacré coup, fiston, pas juste physiquement. Faut que tu remettes de l'ordre dans ta tête si tu veux continuer à bosser pour moi. La thérapie m'a aidé. Elle m'a lentement appris que ce qui s'était passé n'était pas ma faute. Que je ne le méritais pas. Et que je n'étais pas irrémédiablement brisé. Au bout de 6 mois, j'avais économisé assez d'argent pour acheter ma propre maison. Un petit appartement, rien de luxueux, juste à moi, propre et sûr. J'ai commencé à suivre des cours de gestion d'entreprise dans mon collège communautaire, ainsi que quelques certifications spécifiques en sécurité. Franck a peu à peu pris la place du père que j'avais perdu. Il ne m'a jamais poussé à contacter ma famille, ne m'a jamais conseillé de laver mon nom. Il disait simplement que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, qu'il fallait se concentrer sur la guerre, celle de construire une vie que personne ne pourrait jamais me retirer. Après 1 an à travailler pour Franck,
il m'a assigné à la supervision de la sécurité pour le vernissage de la galerie d'art de sa nièce. Il disait que c'était un service pour sa sœur, mais je comprends aujourd'hui qu'il jouait les entremetteurs. Sophie n'était pas ce à quoi je m'attendais. Franck l'avait décrite comme brillante et intransigeante avec les arnaqueurs, ce qui était vrai, mais incomplet. Elle était belle d'une manière inhabituelle, grande, athlétique, avec des yeux verts perçants qui semblaient lire en vous. Ses cheveux bruns, coupés de façon asymétrique, encadraient son visage avec élégance. Pas belle au sens des couvertures de magazines, mais captivante par sa simple présence. Nous n'avons pas eu le déclic immédiatement. Elle pensait que je n'étais qu'un gorille sans cervelle, et moi je la prenais pour une snob prétentieuse du monde de l'art. Pendant l'événement, je l'ai entendu expliquer une œuvre abstraite à un client potentiel, puis rouler des yeux lorsqu'il est parti sans rien acheter. Tout le monde ne comprend pas, ai-je dit, sans vraiment chercher la conversation. Elle m'a regardé de haut en bas, détaillant mon costume de sécurité. Et vous comprenez vraiment? Non, mais au moins je ne fais pas semblant. Elle a presque souri. Une honnêteté inattendue, rafraîchissante. Toute la soirée, je l'ai senti m'observer. Pas du genre à vérifier si l'agent de sécurité vole quelque chose, mais avec un véritable intérêt. Moi, je faisais mon travail, surveillant la salle, contrôlant les accès et gardant un œil sur les objets de valeur. Professionnel, discret mais attentif. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités partaient, elle s'est approchée. Alors, l'oncle Franck dit que tu es plus qu'un simple bras musclé. Ton oncle parle trop, ai-je répondu. Elle a ri. Un vrai rire, franc, pas le petit gloussement mondain que j'avais entendu toute la soirée. En fait, il parle très peu. Ce qui explique pourquoi, quand il parle, on écoute. Il dit que tu reprends des études. Gestion d'entreprise, oui. Et quelques certifications spécifiques à la sécurité. Combinaison intéressante. Tu m'en diras tant. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin. De presque tout, sauf de mon passé. Elle était brillante, drôle, stimulante comme il faut. Elle avait beaucoup voyagé, avait des opinions bien tranchées sur l'art, la politique, la musique. Mais elle écoutait aussi mon point de vue. Quand j'ai dit que je devais partir tôt pour une séance d'entraînement avec un nouveau client, elle m'a tendu sa carte. J'ai un souci de sécurité dans mon immeuble. Les serrures ont besoin d'être changées. Peut-être pourrais-tu me conseiller. C'était une excuse évidente, mais je l'ai acceptée. Cette consultation s'est transformée en dîner, puis en soirée film, puis en week-end passé ensemble. Sophie était différente de toutes les femmes que j'avais fréquentées. Farouchement indépendante, dévouée à son métier, mais vulnérable dans les moments de silence. Elle aussi avait été blessée, pas de la même manière que moi, mais la douleur reconnaît la douleur. Pendant des mois, j'ai évité de parler de ma famille. Quand elle posait des questions, je racontais des histoires vagues. J'ai prétendu que mes parents étaient morts dans un accident de voiture, que j'étais fils unique. Sophie sentait que je cachais quelque chose, mais elle n'a jamais insisté. Franck, lui, a insisté. Cette fille est en train de tomber amoureuse de toi, m'a-t-il dit un jour au travail, alors qu'on préparait la sécurité d'un événement. Et toi, tu tombes amoureux d'elle. Elle mérite la vérité, avant que ça n'aille plus loin. Il avait raison. Alors, un soir, autour d'un dîner dans mon appartement, je lui ai tout raconté. Toute l'histoire, aussi horrible soit-elle. Je m'attendais à ce qu'elle parte, qu'elle me regarde différemment, qu'elle doute de moi. À la place, elle m'a pris la main à travers la table. Merci de me faire confiance. Je te crois. À part Franck, personne ne m'avait jamais dit ces 3 mots. J'ai éclaté en sanglots à table, comme un enfant. Elle m'a simplement pris dans ses bras, m'a laissé me vider, sans rien dire. 2 ans après notre rencontre, je lui ai demandé sa main. À l'ancienne, à genoux, exactement là où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Bague en main, cœur battant. C'est Franck qui l'a conduite jusqu'à moi. Son père était décédé depuis longtemps. Nous avons acheté une petite maison dans un quartier tranquille et commencé à bâtir une vraie vie. J'ai terminé mon diplôme et suis devenu associé dans l'entreprise de Franck. On est passé d'un service de sécurité local à des contrats régionaux, puis nationaux. Nous avons bâti une réputation de professionnalisme et de discrétion. La carrière artistique de Sophie a décollé. Ses œuvres ont été exposées dans de grandes galeries, se sont vendues à prix fort. Nous avons commencé à parler de fonder une famille. J'étais enfin heureux. Enfin en paix. Les cauchemars se faisaient rares. Je pouvais approcher des enfants sans paniquer. J'ai même repris contact avec quelques anciens amis de la fac,
qui avait entendu la vérité par des connaissances communes. Mon ancienne vie me semblait lointaine, comme si elle avait appartenu à quelqu'un d'autre. Je pensais encore à ma famille, je me demandais s'ils avaient un jour douté du récit de Lily, s'ils regrettaient ce qu'ils m'avaient fait. Mais j'avais accepté que ce chapitre était clos. J'avais une nouvelle famille maintenant, des gens qui m'avaient choisi et soutenu. C'était suffisant. Du moins, c'est ce que je croyais. Un mardi ordinaire de mars, j'étais dans mon bureau, en train d'étudier les protocoles de sécurité pour un événement à venir. Un PDG d'une entreprise technologique milliardaire devait visiter la ville pour une conférence et avait besoin d'une protection discrète. Mon assistante m'a contacté via l'interphone. Monsieur, vous avez un appel en ligne 1. C'est une femme. Elle ne donne pas son nom mais dit que c'est une urgence familiale. Ma première pensée fut Sophie ou Franck. Passez-la moi. J'ai décroché. Allô, ici Jack. Ce n'est évidemment pas mon vrai prénom. Silence. Puis un sanglot. Jack, c'est maman. Mon corps est devenu glacé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 7 ans. J'avais envie de raccrocher, envie de hurler. À la place, j'ai simplement dit, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, ne raccroche pas, supplia-t-elle. Il faut qu'on te parle, c'est important. On ne s'est pas parlé depuis 7 ans. Rien ne peut être aussi important. Ma voix était glaciale. Lily a avoué qu'elle avait tout inventé. Elle a menti sur tout. Le monde s'est arrêté. Cette année de souffrance. De reconstruction. De cauchemars, de crises de panique, de thérapie. Tout ça à cause d'un mensonge. Je savais que c'était un mensonge, mais l'entendre de leur bouche. Jack, tu es là. J'ai raccroché. Je suis sorti du bureau, j'ai dit à mon assistante d'annuler mes réunions et je suis allé directement chez Franck. Après lui avoir raconté, il a simplement hoché la tête et dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne sais pas. Si, tu sais. Tu ne sais juste pas si c'est ce qu'il faut faire. Il avait raison. Une partie de moi voulait les ignorer à jamais. Les garder hors de ma vie. Mais une autre partie avait besoin de réponses. J'avais besoin qu'on me dise la vérité en face. Sophie pensait la même chose quand je lui ai raconté ce soir-là. Tu as besoin de clôturer ce chapitre, m'a-t-elle expliqué. Mais quoi que tu décides, je suis avec toi. Et Jack, cela ne change rien entre nous. Je suis toujours là. Peu importe ce qui arrive. Pendant 2 semaines, j'ai ignoré les appels et les messages. D'abord de maman, puis de papa, puis même d'anciens membres de la famille qui m'avaient coupé tout lien des années auparavant. J'en ai parlé avec mon thérapeute. Oui, j'en ai un. Et je n'ai aucune honte à le dire. Finalement, j'ai su que je devais les confronter, mais à mes conditions. J'ai envoyé un SMS à ma mère. Un lieu public. Un café sur Main Street. Dimanche à 14h. Juste toi, papa et Lily. Moi, je ne viendrai pas seul. Une seule chance. Le dimanche est arrivé. Franck a insisté pour m'accompagner comme soutien. Sophie était à mes côtés, me tenant la main si fort que cela en devenait presque douloureux. Nous sommes arrivés en avance. J'ai choisi une table dans un coin, d'où je pouvais voir toutes les entrées et sorties. Une vieille habitude de sécurité qui ne me quitte jamais. Mon estomac était noué. Une partie de moi pensait encore qu'il ne viendrait pas, ou que c'était un piège sophistiqué. Sophie ne cessait de me demander si ça allait, ses yeux remplis d'inquiétude. On peut partir quand tu veux. Tu n'as qu'à dire le mot. Ils sont arrivés précisément à 14h. Maman semblait plus âgée que dans mes souvenirs, ses cheveux étaient désormais plus gris que bruns, et son visage marqué par l'inquiétude. Papa avait tellement maigri qu'il en paraissait émacié. Fini les vêtements coûteux, remplacés par un pantalon en toile et une chemise délavée. Lily, aujourd'hui âgée de 22 ans, était méconnaissable. Son visage était plus fin, ses yeux baissés, elle n'avait plus son exubérance théâtrale d'antan. Quand maman m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes et elle a couru vers moi, les bras ouverts pour un câlin. J'ai reculé d'un pas, plaçant Sophie un peu entre nous. Asseyez-vous. Personne n'a parlé pendant ce qui a semblé durer des minutes. Finalement, papa a raclé sa gorge. Fils, je ne suis pas votre fils, les jeux interrompus. Vous l'avez bien fait comprendre il y a 7 ans. Parlez. Pourquoi suis-je ici? Maman s'est mise à pleurer. Papa semblait brisé. Lily fixait toujours le sol. Il y a 3 mois, dit papa, la voix tendue, Lily a convoqué une réunion familiale.
Elle a dit qu'elle avait tout inventé. J'ai regardé Lily. Regarde-moi. Lentement, elle a levé les yeux, rouge de larmes. Pourquoi? Ma voix ne me semblait même plus familière. Elle a pris une inspiration hésitante. J'étais jalouse. Tu étais le fils parfait. Tout le monde t'adorait. Athlète brillant, intelligent. Maman et papa te donnaient tout. Moi, je voulais qu'ils m'aiment davantage, qu'ils fassent attention à moi. Alors tu m'as accusé de quelque chose qui aurait pu m'envoyer en prison. Tu m'as détruit la vie? La colère que je croyais avoir enterrée depuis des années est revenue d'un coup. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle murmuré. Je croyais qu'il serait juste furieux contre toi, peut-être qu'il te punirait. Mais ensuite, tout le monde a commencé à poser des questions, et je ne savais plus comment faire marche arrière. Et puis, tout le monde était si gentil avec moi, me donnant des choses, me traitant comme quelqu'un de spécial. Je ne savais plus comment arrêter. Et vous deux? J'ai regardé mes parents. Vous m'avez jeté dehors sans même m'écouter. Sans aucune preuve. Papa a tenté de répondre. On pensait la protéger. C'était notre petite fille. Et moi, j'étais votre fils. J'ai frappé la table de la paume. Tout le café est devenu silencieux. Les gens autour faisaient semblant de ne pas écouter, mais ils entendaient tout. Je n'étais même pas chez moi ce week-end du 4 juillet. Elle disait que j'étais à Denver pour un tournoi de baseball. Il y avait des photos partout sur les réseaux sociaux. Vous avez seulement vérifié? Maman s'est couverte la bouche de la main. Papa est devenu livide. Vous savez ce qui m'est arrivé après que vous m'ayez jeté dehors? Mon pick-up est tombé en panne. J'ai perdu mon appartement. J'ai dormi dans l'abri de matériel de l'équipe de baseball. J'ai failli mourir d'hypothermie. J'ai été passé à tabac par des types qui avaient entendu des rumeurs. Je me suis tenu sur un pont, prêt à sauter, parce que la seule famille censée m'aimer avait cru le pire sans poser une seule question. J'ai sorti mon téléphone. Je leur ai montré des photos de moi, avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue après une bagarre. Moi, amaigri à l'extrême pendant ma période sans abri. Et mes documents d'hôpital, suite à mon passage à tabac. J'étais ton fils. Ma voix s'est brisée. Sophie a serré ma main, Franck a posé sa main sur mon épaule pour m'ancrer. Nous sommes vraiment désolés, sanglotait maman. Nous avons commis une erreur terrible. Nous voulons réparer. Réparer? J'ai ricané, mais ce n'était pas drôle. Et comment comptez-vous faire ça? Me rendre cette année de ma vie? Effacer les cauchemars? Défaire les traumatismes d'avoir été sans abri, battu, debout sur ce pont prêt à mourir? Maman pleurait sans arrêt désormais. Papa avait pris 10 ans en 5 minutes. Nous voulons que tu rentres à la maison, continua papa, d'une voix à peine audible. Nous voulons retrouver notre famille. Cela n'arrivera pas. J'ai regardé Sophie et Franck. J'ai déjà une famille. Des gens qui sont restés à mes côtés quand vous m'avez abandonné. Lily a fini par prendre la parole. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle a expliqué qu'après sa confession, tout avait changé. Mes parents l'avaient coupé financièrement. Ils avaient vendu la voiture qu'ils lui avaient offerte pour son 16e anniversaire, une BMW, pendant que moi, je dormais dans mon pick-up. Elle avait dû quitter son université privée hors de prix, et travailler dans le commerce de détail tout en suivant des cours du soir dans un collège communautaire. L'entreprise de papa s'était effondrée à cause de mauvais investissements. Ils avaient dû quitter leur grande maison pour un appartement. La position sociale de maman dans la ville avait été ruinée lorsque la vérité sur Lily s'était répandue. Nous avons besoin de ton aide, Jack, a reconnu maman, visiblement gênée. L'entreprise de ton père est en difficulté. Nous allons perdre l'appartement. Lily ne peut plus poursuivre ses études. Nous avons dû vendre presque tout. Alors voilà. Ce n'était pas le pardon qu'il recherchait, mais de l'argent. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Laissez-moi bien comprendre. Vous détruisez ma vie, vous me reniez, vous me laissez à la rue. Et maintenant que, malgré tout ça, j'ai réussi à reconstruire quelque chose, vous venez me demander de vous sauver. Nous sommes une famille, a murmuré papa. Non, nous ne le sommes pas. Je me suis levé. Vous avez fait votre choix il y a 7 ans. Maintenant, vivez avec. S'il te plaît, supplia Lily, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais papa et maman ne devraient pas souffrir à cause de mon erreur. Tu as raison, ai-je répondu. Ils devraient souffrir pour leurs erreurs à eux.
J'ai regardé mes parents. Je pardonne à Lily. Elle était une enfant qui a fait un choix affreux. Mais vous deux, vous étiez des adultes. Vous auriez dû protéger vos deux enfants. Au lieu de ça, vous en avez jeté un comme un déchet, sans la moindre hésitation. J'ai posé de l'argent sur la table pour nos cafés. En partant, maman a attrapé mon bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que tu veux de nous? Je l'ai regardé longtemps. Je veux que vous vous souveniez de ce que ça fait de tout perdre. De vous sentir impuissant. Que personne ne vous croit. Peut-être que là, vous comprendrez ce que vous m'avez fait. Nous sommes sortis, Sophie, Franck et moi. En approchant de la voiture, Franck a pressé mon épaule. Fier de toi, fiston. Cela s'est passé il y a 2 ans. Par des connaissances communes, j'ai appris que mes parents ont perdu leur appartement. Papa travaille maintenant dans une grande surface. Maman fait des ménages. Lily a abandonné ses études et a déménagé dans un autre état. Parfois, je pense à les recontacter. Sophie dit que ce serait la dernière étape de ma guérison, leur pardonner non pas pour eux, mais pour moi. Franck dit que c'est ma décision, et qu'il me soutiendra quoi qu'il en soit. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre famille. Sophie est enceinte de notre premier enfant. Nous étendons notre entreprise de sécurité à 3 nouveaux États. Nous créons quelque chose de réel, que personne ne pourra jamais m'enlever. Édition 2, pour répondre à certaines questions fréquentes. Oui, j'ai envisagé de porter plainte contre Lily pour fausses accusations, mais le délai de prescription est dépassé dans mon état. Non, je ne me sens pas coupable de ne pas aider financièrement mes parents. Ils ont fait leur lit. Et oui, Sophie va bien avec sa grossesse, merci de demander. Édition 3. Beaucoup pensent que je devrais aider Lily, parce qu'elle n'était qu'une enfant à l'époque. Peut-être avez-vous raison. Mais elle avait 15 ans, pas 5. Assez grande pour comprendre ce qu'elle faisait. Elle m'a laissé souffrir pendant 7 ans avant de dire la vérité. Cela dit, peut-être que je la contacterai un jour. Juste, je ne suis pas encore prêt. Édition 4. Pour ceux qui se demandent si je laisserai mes parents rencontrer leur petit enfant, honnêtement je n'en sais rien. Est-ce qu'ils seront dans la salle d'accouchement? Absolument pas. Est-ce qu'ils garderont l'enfant? Jamais. Mais peut-être, un jour, des visites surveillées, si je suis sûr qu'ils ne rempliront pas la tête de mon enfant avec d'autres mensonges. Et seulement s'ils suivent une thérapie sérieuse et acceptent l'entière responsabilité. Édition 5. Certains disent que cette histoire est inventée. Croyez ce que vous voulez. Pourquoi inventerais-je tout cela? Je suis venu ici pour poser des mots sur mes blessures, et peut-être aider d'autres personnes accusées à tort. Pas pour des points sur Internet. Édition 6. Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs expériences similaires en commentaire. Savoir que je ne suis pas seul dans tout ça, ça aide. Et pour la personne qui m'a demandé pourquoi je ne déteste pas toutes les femmes maintenant, je ne suis pas un misogyne qui croit qu'un seul acte définit tout un genre. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, ma femme est une femme.